bienvenue. On est très content de vous avoir ici parmi nous. C'est une occasion très spéciale pour nous d'être capable de vous accueillir ici et de vous donner l'opportunité pour vous adresser à cette collectivité des gens qui travaillent en développement. On a une salle pleine ici de gens qui sont engagés avec votre dossier, qui ont dédié leur carrière et souvent leur vie à cette cause. Alors, je sais qu'ils sont très intéressés à entendre vos commentaires. Mais avant de commencer, je pensais qu'on pouvait vous donner un sens de qui est dans la salle. Alors, on va faire un petit exercice qu'on fait souvent. On va juste demander aux gens de se mettre debout quand je vais énumérer différentes caractéristiques de notre secteur. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Okay, so as announced earlier, we're just going to do a quick introduction, mostly for the minister's benefit, but for everybody else's, just to get a sense of who is in the room today. So I'm going to invite different categories, and you can stand up as many times as you qualify for these, so please don't be shy. So first of all, this event, Mr. Minister, is co-hosted by two organizations, so the CCIC, that you're very familiar with, and CIDEP, the Canadian Association of International Development Professionals. So I'm first going to ask members, organization members, representative of organizations that are members of CCIC, could you please stand up? Okay, thank you very much. Good for you. And who are members of CIDEP in the room? Could you please stand up? Excellent. So you see we have a nice mix of people who work more on the consultancy side, private sector consultants, and people who are working with the NGO or civil society organizations. If you're not a member of CCIC or CIDEP yet, could you please stand up? Okay, what's wrong with you guys? What are you waiting for? Okay, we have a group of 20 people in the room who are very special for us. They are the emerging leaders. We have an emerging leader network. Thank you. We're going to do that a little later, actually, because he's going to go to the podium to speak, so we'll do that after the speech. Thank you, Fraser. So we have a group called the Emerging Leaders Network, and I was telling the audience while we were waiting for you that these are self-identified but supported by their organizations, younger people in our profession who we see as those who will be leading our sector in the future. So I would like the emerging leaders please to stand up and wave energetically. Good. Welcome. And the emerging leaders have been involved in the pre-conference program, and they're participating in the whole conference, and we'll have a post-conference planning session as well. Okay, so what are the issues that different organizations are involved in? Could all of those who work in humanitarian assistance please get up? Okay, this is a very important group of partners we know for DFAT. Those of you working on governance and human rights, please stand up. Okay. And what about environment and climate change? If your organizations are involved in that, please stand up. Okay, women and girls' rights. I know some of you are just going to be standing up all the time. Skills training and education. Food security and agriculture. Health issues. Policy dialogue and advocacy. Okay. Some inside, some outside. Research. Okay. Monitoring and evaluation. And capacity building. Now, a very important question related to the topic of what we will be talking about over the next 2 weeks and have started to talk about. How many of you in your work in the field are supporting economic development with the private sector of the countries that you work in, of developing countries? Please stand up. Okay.
Thank you. So where in Canada are these organizations or individuals based? I'm just going to name the provinces, and please stand up if your head office or where you work from is there. So we'll start in the west, BC. Yay, BC. Okay, thank you for coming all this way. Alberta. Excellent, good representation. Saskatchewan. Did everybody see this person? You must Manitoba. Yay, Manitoba. Ontario. Nobody probably. Okay, next time we're holding this conference in Saskatchewan. Quebec. Okay. New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, and Prince Edward Island. And anybody from the territories in the room, by any chance? Okay, that will be our challenge for next year. Okay, and one last question. I think the minister's calling somebody. No? Oh, okay. Where does your organization work overseas? So quickly, we'll go by continent. If you're involved in work in Africa, please stand up. In Asia. In Latin America. In the Americas. The Middle East and North Africa. And Central Europe. Okay, excellent. So I hope that gives you a sense of the diversity, and as you know, that's a word we like to use when we describe ourselves, that we are a very diverse community. And again, warm welcome from CIDF and CCIC, and I know everybody in the world welcomes you as well. Thank you. Alors, je vais vous inviter à peut-être parler du podium. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Julia, pour ce bel accueil. I must tell you that I have a lot of, I would say, admiration to going and sit down and standing up. I have terrible back pain today. I've been in plane going to Nigeria, and then I was in Mexico yesterday, so I've been on the road. Spent a lot of hours in the last days, and anyway, this is, you will give me your tricks since you travel a lot. Merci, Julia. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de m'adresser à cette belle assemblée qui regroupe deux importants organismes. Je veux saluer deux personnes. Tout d'abord, mon nouveau sous-ministre, Malcolm Brown, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler par le passé dans un autre ministère. Je suis très heureux. C'est une annonce qui a été faite récemment. Et puis, je salue aussi les autres sous-ministres adjoints du ministère. C'est un plaisir. Je veux saluer aussi Mme Hélène Laverdière, qui est députée de Laurier-Sainte-Marie, qui est critique en matière de développement international. Toujours un plaisir de se côtoyer, Hélène. Parce qu'on sait aussi qu'il s'agit c'est un événement important qu'on est ici aujourd'hui, en ce sens qu'il réunit tellement de personnes autour d'un objectif commun. Et je crois que nous devons tous travailler ensemble afin d'obtenir les meilleurs résultats. Nous devons reconnaître nos rôles respectifs et nous devons mettre nos points forts à profit. On doit les utiliser, ces points forts-là, pour briser une fois pour toutes le cycle de la pauvreté. C'est pourquoi l'une des premières choses que j'ai faites en tant que nouveau ministre a été de nouer le dialogue avec les organisations de la société civile. Last month, I attended a meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation in Mexico. There, I experienced firsthand how effectively harnessing the efforts of all actors is key to achieving results. We know that we must collaborate, we must learn from each other's experiences, and gain a better understanding of what works and what doesn't. We are all working towards the same goal: poverty eradication, prevention of disease and death, global wealth creation, and a life of opportunity for all, regardless race, religion, or sex. I believe that this is why we are all here today. It is why you wake up and do what you do every day. And I thank you for that dedication. And I am committed to working with any and all partners that can help
achieve those goals. This means choosing the right partner for the right task. Those with the right skill sets to deliver real results for those in need. This will not always be the same type of partner. Le Canada travaille souvent en partenariat avec des gouvernements nationaux qui sont responsables de leur propre développement. Ces gouvernements se doivent d'être au cœur de leur propre programme de développement. Ce sont eux qui établissent la stratégie, qui créent un environnement propice et qui assurent la prestation des services de base. Le temps d'imposer aux pays en développement ce qui est correct et ce qui ne l'est pas est maintenant chose du passé, c'est révolu. Nous devons plutôt travailler de concert avec les pays en développement. Ils sont les mieux placés pour connaître les besoins de leurs citoyens. Et nous sommes, quant à nous, bien placés pour leur prodiguer les conseils et l'expertise nécessaires à la réponse à ces besoins. We must also work in partnership with the private sector. This sector plays a vital role in fostering innovation and creating jobs. Jobs that enable people to provide for their families. If we are to accelerate our progress, to move beyond the low-hanging fruit and solve the remaining challenges, we are going to need new partners like the private sector. As we look to the post-2015 development goals, we need to be innovative in our approaches. We have to find new ways to finance development. And foreign direct investment is a great example. It is outpacing official development assistance by a 5-to-1 margin. I'm very proud to have been appointed as chair of the World Economic Forum and OECD's Redesigning Development Finance Steering Committee. I believe we need to be more open and innovative in order to accelerate progress and reach our development objectives. And that is the most important message I bring here today. One player cannot replace another. Involving the private sector cannot mean ignoring civil society. Chacun d'entre nous a un rôle important à jouer. Et je reconnais le vôtre. Dès mon arrivée au sein de mon ministère, j'ai pu constater comment vous véhiculiez la voix des plus pauvres et des plus vulnérables. Comment vous obligiez leur gouvernement à rendre des comptes, à renforcer la mobilisation sociale et à livrer des services de base. Our partnership to address maternal, newborn, and child health is one of many examples that clearly demonstrates what Canada can accomplish when we work together. You all know that in 2010, under Prime Minister Stephen Harper's leadership, the G8 launched the Muskoka Initiative, which aims to accelerate progress on improving women's and children's health in developing countries. Together, we have strengthened health services at the community level, improved nutrition, and reduced the leading diseases and illnesses causing maternal and infant mortality. Going forward, we want to share the lessons that we have all learned during the implementation of the Muskoka Partnership, mobilize the international community to accelerate the progress on existing MDG targets, and ensure that MNCH is front and center in the post-2015 development goals. I invite you to share your lessons and expertise with the world at the Prime Minister's Summit on MNCH in Toronto later this month. Notre relation n'a pas toujours été facile, inutile de vous le dire. Mais ensemble, nous produisons des résultats qui profitent à ceux qui sont dans le besoin à travers le monde. Ces résultats ne peuvent être ni ignorés, ni atténués. Ensemble, nous avons accompli beaucoup. Mais nous pouvons et nous devons accomplir tellement plus. Et pour assurer la pérennité de ces résultats, nous devons continuer à consolider notre relation. Nous devons être proactifs, nous devons coopérer de façon efficace. Et nous devons créer un environnement dans lequel nous pouvons surmonter ensemble les difficultés. Au Canada, nos objectifs de développement sont clairs. Éradiquer la pauvreté dans les pays en développement et fournir de l'aide humanitaire en temps de crise. Et je sais qu'il s'agit là d'objectifs que vous souhaitez tous voir réalisés. Au cours de notre travail se trouvent des valeurs que nous partageons, comme la démocratie, la liberté, les droits de la personne et la primauté du droit. Nous reconnaissons tous les liens inhérents qui unissent une société civile dynamique et les droits de la personne, la démocratie et le développement. Ces valeurs nous guident dans la création d'un milieu où la primauté du droit peut prédominer.
et où l'appropriation démocratique peut paver la voie au développement durable. We must ensure that Canada has a coherent civil society approach and a vision of effective partnership we can all share. Governments, organizations, and everyday Canadians. Engaging Canadians in international development is crucial. You cannot overvalue the contribution ordinary Canadians make in the lives of people most in need. Volunteering is one of the most direct ways that Canadians contribute to development efforts. Canada has volunteers working across 42 countries. We have been financing international volunteering programs for over 20 years, and we will continue to do so. Today, I am launching the calls for proposals for the International Youth Internship Program, the International Aboriginal Youth Internships Initiative, and the Volunteer Cooperation Program. I know that many of you have been waiting to hear about these calls for some time. We have taken longer than I had hoped to start rolling them out. But this is because I wanted to get the process right, and because I wanted to take the time to consult you to better appreciate and understand what is going on the ground. You are on Canada's face in the world. You bring visibility and recognition to Canada's development efforts, and you deliver results for those in need. Since I became minister, I have worked to build our relationship, and we have a lot that we can do together, and I look forward to our results. So thank you very much for your hard work, your dedication, and your commitment. Merci beaucoup encore une fois pour votre travail sans relâche et pour votre dévouement et votre engagement. Merci. Could we have somebody help us put on the bottom? Avant de cette conférence, en sachant que on allait avoir un peu de temps pour échanger, j'ai envoyé une invitation aux participants de cette conférence de m'envoyer leurs questions. Alors, j'ai quelques questions avec moi sur lesquelles je vais me baser pour aussi réagir à votre... I would like this one. Thank you. Okay. Can people hear me? Does that work? Yeah. Excellent. Alors, merci beaucoup encore pour votre visite et pour les annonces. Effectivement, je pense que ça faisait longtemps pour certains qui nous attendaient. Puis j'espère que les gens sont en train de annuler leurs vacances vite, parce qu'ils vont avoir du travail à faire. Je n'ai pas fait une introduction formelle parce que je pense qu'on n'a pas besoin, dans ce contexte, de vous introduire. Tout le monde vous connaît très bien. Mais j'aimerais commencer par vous demander deux questions. Vous êtes arrivé au développement après avoir fait des séjours, avoir été ministre à l'industrie avec les travaux publics, agriculture, ressources naturelles. Alors, j'aimerais vous demander comment vous avez vécu la transition au développement et comment ces autres dossiers dans lesquels vous avez déjà été très impliqués vous ont aidé ou pas à comprendre cette monde qui est quand même assez particulière et intense. Puis aussi, peut-être partager avec nous, ça fait depuis juillet que vous êtes avec nous. Alors, si vous pouvez partager, qu'est-ce que vous a surpris le plus peut-être, ou quelle chose vous avez appris dans ce processus d'intégration à ce dossier, quelque chose que vous attendez pas peut-être? Absolument. Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, c'est sûr que ma nomination à titre de ministre au développement restera sûrement celle qui sera le plus gravée à ma mémoire de façon marquée, pour la simple et bonne raison que quelques jours auparavant, le remaniement ministériel, je viens du comté de Mégantic-Lérable, donc j'ai eu la tragédie de la Mégantic dans mon comté.
Alors, j'ai eu un baptême de feu pour savoir c'était quoi l'industrie. C'est de voir des gens en état de choc. Je m'étais pointé le matin même, quelques heures après le déraillement du train, l'explosion et puis le feu qui sévissait d'une façon inouïe, puis de voir les gens là, en état de choc, voir aussi la Croix-Rouge sur le terrain qui s'était déployée tellement rapidement, elle était présente à la polyvalence de la région pour donner des services aux gens qui étaient simplement, carrément, en état de choc. Donc, je me disais, c'est un baptême de feu parce que j'ai pu voir, je pense que c'est à partir de là, parce que je suis arrivé avec beaucoup d'humilité dans ce ministère-là. J'apprécie vraiment toute l'expérience internationale qui me lie ici, c'est simplement incroyable. Moi, j'avais toujours eu des portfolios des ministères plus à savoir économique et domestique. Donc là, ça me donnait toute l'aspect humain, comment on traitait tout ça. Donc, ça m'a vraiment surpris de voir comment les Canadiens ont peut-être impliqué de par la Croix-Rouge, les voir sur le terrain avec un contrôle, de pouvoir aider les gens dans un état de détresse incroyable. Et puis par la suite, de toujours continuer comme ça, puis avoir notre présence partout dans le monde, la reconnaissance que les gens ont envers les Canadiens, leur générosité, leur professionnalisme, leur expérience, leur savoir-faire. Alors oui, ça a été très positif. Vous avez vu la société civile en action? Absolument, absolument. Puis, dans une crise humanitaire. Absolument. Alors, très beau, même avant. Alors, ça, c'est franchement, puis évidemment, une fois que j'ai accédé aux fonctions de ministre, je me disais comment faire pour que les gens le savent mieux de plus en plus, le gouvernement comprenne mieux, comment impliquer les Canadiens davantage, comment les contribuables peuvent mieux savoir davantage. On peut encore penser aux citoyennes, aux Philippines. On a eu un fonds jumelé, encore une fois, on a vu une générosité sans précédent des Canadiens. On est dans les plus grands donateurs. Quand j'ai été aux Philippines, encore une fois, j'ai vu les gens de la société civile en action. Quelle joie de voir des enfants qui étaient pris en charge dans des milieux organisés, au lieu de les voir traîner dans la rue, laisser seuls à eux-mêmes. Ça, c'est des Canadiens qui faisaient ça. Donc, c'est une fierté. Puis par rapport aux anciens, à mes anciens portefeuilles, que ce soit agriculture, industrie, ressources naturelles, travaux publics, je pense que j'arrive dans un contexte au développement où ce que je dois utiliser ces expériences acquises-là en guise de plateforme. Parce qu'on touche à tous les sujets, qu'on parle de gouvernance, de croissance économique durable, d'agriculture, de secteur extractif, ou encore de nutrition. Bon, c'est l'innovation requise si on veut continuer à avoir des avancées pour les enjeux de santé. Comme on disait, on a eu les lots en anglais, mais maintenant il faut continuer, donc il faut avoir de l'innovation pour être capable d'aller au-delà de ce qu'on a déjà fait par le passé. Donc je vois cette expérience-là comme des plateformes qui doivent être utilisées pour être capable de moyenner tout. Et puis je réalise aussi que les intervenants que j'ai vus dans différents ministères sont tous ici. C'est pas un silo, ça là. Les Canadiens, on est là, on est une société qui est innovante, une société qui veut, une société généreuse. Donc, il y a beaucoup d'intervenants que j'ai croisés, que je recroise aujourd'hui. Puis je vois ici une expérience là, incroyable parce que je pense que le fait d'arriver avec une approche intégrée, ça fait en sorte qu'on puisse pousser davantage notre expertise, notre savoir-faire canadien, qui fait notre fierté ici. C'est ce que sont nos valeurs, d'aider les autres, puis d'arriver au but numéro 1 premier, c'est-à-dire d'éradiquer la pauvreté, d'assurer un développement durable, et puis d'être là aussi en situation de crise humanitaire, d'être là de façon de tolérance, comme on est toujours aussi faire. Excellent. Vous avez touché sur quelque chose que vous voulez explorer un peu avec vous. C'est les possibilités de cohérence entre les différentes politiques ou les différents départements dans le gouvernement. Alors, on parle souvent des cohérences des politiques. Nous, dans notre domaine, on aime plus parler de cohérence des politiques envers le développement. Alors, est-ce qu'on peut travailler de plus en plus, et avec ces liens entre les différents ministères ou les différents domaines d'intervention qui se rapprochent de façon importante dans la scène internationale aussi, est-ce qu'on peut parler d'une cohérence entre les politiques qui a comme objectif, pas unique, mais objectif très important,
de nous assurer que les autres politiques du Canada ne vont pas affecter négativement nos objectifs de développement. Alors qu'on n'aurait pas des actions dans un autre dossier qui va avoir un impact négatif ou même nuire les impacts positifs qu'on a réussi à avoir ou qu'on veut avoir au niveau de notre lutte contre la pauvreté. Bien, c'est sûr que je suis un point là qui est franchement fondamental. Puis, je dis ça avec beaucoup d'humilité, quand on voit un gouvernement tel le gouvernement fédéral canadien, c'est une grosse machine. Et puis c'est pour ça aussi que quand on parle de la refonte du ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement, c'est ce qu'on cherche à voir. Comment peut-on créer des synergies pour le mieux, de nous assurer qu'en termes de politique étrangère internationale, que le développement ne pas en contradiction avec le commerce ou avec des enjeux de sécurité, de gouvernance, de droit ou autre. Alors, quand on parle d'alignement, quand on parle d'identifier les besoins, quand on parle de voir d'un aspect tant gouvernemental, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais dans le point que vous touchez, Julia, je pense que c'est fondamental aussi de toujours garder un bon dialogue, parce qu'il n'y a rien de parfait, mais tout est parfait. Tout peut se perfectionner, à tout le moins. Perfectible, oui. Et puis, je pense qu'en maintenant un bon dialogue comme ça, c'est d'identifier les enjeux et de voir comment on peut adresser les choses. Alors, j'ai eu la chance, puis je veux vous remercier, je le fais dans tous les membres ici, parce que de votre implication, vous et votre équipe dans les tables rondes, de pouvoir lancer ce dialogue-là, de l'entretenir. Je pense qu'il faut continuer. On a eu des consultations, des tables rondes. Je peux vous dire que le communisme, c'est quelque chose aussi que je regarde et que je tiens à formaliser pour le futur. C'est pas certain qu'on a toujours cette perspective-là. Bon, quand on parle de politique, à un moment donné, c'est pas pour mal faire, mais il y a des enjeux, comme vous dites, qui peuvent s'entrecroiser. Il faut s'assurer qu'on puisse le mieux possible les cerner d'avance pour éviter des conséquences inattendues. On est très d'accord avec ça. Alors, sur ce sujet du dialogue, je pense que si je suis obligée à choisir deux objectifs de notre secteur, je dirais que le dialogue, le financement. Alors, on va parler du financement tout à l'heure, mais pour le dialogue, effectivement, on est très reconnaissant de vous et votre équipe. On sent qu'il y a une ouverture qui est très bienvenue. Puis, on a pu participer dans différentes discussions sur la société civile, le rôle de la société civile dans le développement, puis au Canada, très important, c'est notre domaine, mais aussi qu'on a été invité de plus en plus à s'asseoir avec d'autres pour parler des sujets de développement plus larges, puis surtout sur l'implication du secteur privé dans le développement. Un sujet sur lequel on a beaucoup à dire, beaucoup d'expérience, beaucoup de craintes, mais des attentes aussi. Alors, ça a été une initiative qui démarre, mais pour nous, très important. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de comment vous voyez les différents rôles peut-être de la société civile? Comment vous voyez ce dialogue, cette relation évoluer? Bien, absolument, je pense que c'est fondamental, parce qu'on parle beaucoup de l'implication du secteur privé, puis je pense que le secteur privé doit s'investir. Quand on regarde les besoins pour les buts post-2015, on sait que l'aide du fonds ODA, tel qu'on la connaît, sera insuffisante. Il y a un trou, on parle de peut-être 2 trillions de dollars pratiquement en termes de besoins qui doivent être adressés. Donc, ça prend des nouveaux joueurs autour de la table. Mais en même temps, il faut garder en perspective les objectifs de développement. Alors, c'est là qu'il faut trouver un équilibre. Le secteur privé, évidemment, est là, par définition, de faire du profit. Mais c'est pour ça que ça prend des guides aussi. Et puis, je pense que la société civile est très bien placée quand on parle de compléments. On était au Global Partnership for Effective Development, les consultations, les tables rondes qu'on a eues là. On a pu voir déjà qu'il y avait un mariage, une cohésion qui est en train de s'installer, ce que nous voyons de bonne augure. Et puis, c'est pour ça que l'un n'exclut pas l'autre, au contraire. Et puis, je pense que la société civile peut amener des guides, peut amener une connaissance pragmatique des pays en développement, les besoins, selon les besoins de chacun, il y a des disparités régionales, il y a des différences ethniques, il y a des contextes sociopolitiques, il y a une panoplie de différences que la société civile sait maîtriser. Et puis je pense qu'à partir de là, il faut continuer de pousser sur ce dialogue-là. Alors oui, il y a un rôle à jouer, puis moi je m'attends à ce qu'on garde encore toujours cette approche-là. Et quand on parle, en termes
de financement en général pour les pays en développement. Ce qu'on cherche à voir, j'ai fait allusion tantôt au comité directeur du World Economic Forum et de l'OCDE, pour trouver des façons d'innover en termes de financement. Alors, comment on peut chercher à créer, encore une fois, un mix des anciens fonds, mais d'accéder aussi aux nouveaux fonds pour aller plus loin davantage. Alors, vous, la société civile est là pour avoir cette approche pragmatique-là, bien définir les besoins, mais aussi d'aider à définir les solutions. Je pense qu'on parle beaucoup, les gouvernements, souvent, on en a parlé de ça, on a un rôle fondamental à jouer avec nos contreparties pour favoriser un environnement pour la société civile, un environnement légal, un environnement de sécurité et autres. Mais il n'en reste pas moins que pour mettre une pression sur les gouvernements centraux, ça va avec le fait que la société civile, c'est elle qui va réussir à mobiliser la population et de faire ce qu'on appelle du bottom-up. Alors, ça s'imbrique tous ensemble, je pense qu'en comprenant bien les rôles de chacun, et puis toujours en tentant d'atteindre cet équilibre-là, moi je pense qu'il y a moyen d'aller davantage, de pousser les paradigmes au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui et pour le mieux. Merci. Alors, vous avez fait référence à ces différents rôles de la société civile dans la déclaration que vous avez émise quand on était au Mexique le 17 avril. Ça aussi, ça a été très bien reçu. Je pense que ça reflète beaucoup de travail que le Canada et la société civile, le gouvernement et la société civile ont fait depuis des années à travailler, à réfléchir sur l'importance de la société civile dans le contexte du développement, mais aussi l'importance d'avoir un environnement propice pour que la société civile puisse jouer tous ces rôles-là, y compris celui-là que vous venez de mentionner, de holding governments accountable. Alors, j'aimerais vous poser une question, toutes des questions par rapport à ça. Vous avez fait des références à des droits importants, puis on sait que le Canada, comme précède une initiative globale importante des groupes des pays qui travaillent pour la démocratie. Alors, je pense qu'on a appris beaucoup dans ce contexte-là. Puis vous avez mentionné aussi maintenant que vous allez siéger le comité sur le refonte de le financement au niveau international. Est-ce qu'il y a des liens entre ces deux dossiers-là? Comment vous voyez le rôle de leadership que le Canada peut prendre au niveau international par rapport à ça? Bien, tout à fait. Je pense que c'est très important parce que, bon, sur ce comité-là, il y a beaucoup de... il y a différents intervenants. Évidemment, il y a World Economic Forum, il y a l'OCDE, mais il y a des fondations et autres. Puis je pense qu'à partir de là, il faut vraiment regarder toutes les options qui s'offrent à nous parce qu'on a, encore une fois, il y aura des besoins immenses pour la période post-2015. Et puis il faut trouver une façon de créer un mix de flux de capital. Bon, je parlais des investissements étrangers. On peut penser aussi aux remises qui sont faites par les diasporas. Alors, il y a un catalogue qui doit être pensé, de dire qu'est-ce qui se passe présentement et comment on peut mieux parler ça. Je pense que la société civile, elle, ce qu'elle peut amener aussi comme connaissance, c'est bon, quels sont les impacts, qu'est-ce que la société civile voit sur le terrain, les remises des diasporas, comment ça fonctionne de façon pragmatique. Ça, c'est de la connaissance, on dit vraiment de première ligne que la société civile peut amener, c'est de raffiner ça en termes de résultats. Et puis, je pense que oui, il y a définitivement un rôle à jouer. Et l'idée de ce comité directeur-là, je pense que le Canada, en étant président, un des rôles essentiels du Canada, ce sera de s'assurer que les intervenants ont tous leur mot à dire autour de la table pour nous assurer qu'on ait une approche qui soit la plus intégrée possible pour pousser nos idées communes. Quand on était au Mexique, vous avez participé à un événement, une session, qui parlait surtout de cet environnement propice pour la société civile. Puis, il y a eu plusieurs interventions qui ont parlé de la relation au Nord, dans les pays donateurs. Je pense que la ministre Hollande était là, puis elle a fait référence à ça. Il y avait quelqu'un de la France qui a aussi parlé de ça, puis quelqu'un de l'Europe. Puis ils ont reflété un peu ces principes et ces idées que vous avez énoncées très clairement de l'importance de la société civile dans les pays en développement. Mais ils ont dit il faut bien sûr qu'on soit en train de suivre ces principes et respecter ces droits dans nos pays aussi.
parce qu'il faut le faire, parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi en reconnaissant, je pense, le lien important entre la société civile du Nord et la société civile dans le Sud. Est-ce que, selon vous, ce type de déclaration, ces principes que vous avez annoncés, s'appliquent de façon pareille ici au Canada, parmi les groupes de la société civile, ou différemment? Comment vous voyez ça? Bien, je pense qu'on a un bon enseignement. Son Altesse Layakane, qui est venu faire un discours il n'y a pas tellement longtemps, moi j'ai aimé le fait qu'il parle de pluralisme, qu'il parle de méritocratie et qu'il parle d'éthique cosmopolite. Je pense que ça démontre en quoi on peut travailler avec la société civile. Ce sont des valeurs qui sont évidemment partagées ici au Canada. On est toujours fiers de dire qu'il y a une liberté d'association, puis il faut pousser ça. Alors, effectivement, c'est des valeurs de base qu'il faut continuer de véhiculer. Et c'est avec fierté qu'on dit au fort que à nos contreparties des gouvernements des autres pays, qu'il faut absolument mettre un environnement propice pour un plein épanouissement de la société civile. On a des bons coups ici à raconter, puis c'est avec des exemples comme ça, avec des enseignements de sages comme son Altesse aussi, on peut continuer de pousser ce dialogue-là. Je trouve que moi, nous, je pense, souvent quand on est en dialogue avec d'autres groupes de la société civile au Canada, ils n'ont pas cette cadre conceptuelle, si vous voulez, aussi clair. Puis c'est intéressant quand on amène ça sur la table, on dit, ah oui, c'est vrai, on a des droits, c'est très structuré. Ça. Je pense que, comme on a développé pour les pays en développement, on a travaillé beaucoup là-dessus, on a eu des gens qui sont même dans la salle qui ont travaillé très fort avec les pays donateurs, dans les pays en développement, pour vraiment définir ça de façon très, très solide. Alors, j'imagine que si ce n'est pas arrivé encore, ça va arriver peut-être de façon similaire chez vous. Quand vous parlez avec les autres ministres, par exemple, du gouvernement du Canada, ils ne vont pas nécessairement peut-être regarder ça de cette façon aussi structurée. Je pense qu'on a quelque chose à ajouter, comme gens qui sont dans le développement international, pour dire, si on dit que pour garantir une démocratie, un développement, la société civile doit être renforcée, doit avoir un environnement propice, et au Canada, il faut que ça soit vrai aussi. Hein? Je pense aussi ce que vous dites, Julia, c'est important parce qu'il y a des thématiques qui se recoupent dans ça. Des intérêts croisés ou autres. Puis je pense que, de par la refonte du ministère, c'est déjà une belle occasion de lancer cette idée. Puis comme je vous disais, avec les consultations des tables rondes qu'on a eu par le passé, je pense que ça démontre que le dialogue doit se continuer, ça ne peut pas rester d'être mort. Au contraire, c'est quelque chose qu'on va tenir de façon dynamique. Et c'est pour ça que je vous dis très, très, très clairement que j'ai vraiment l'intention de formaliser le processus pour qu'on puisse continuer à avoir ce dialogue. Alors, parlons du financement. Alors, merci beaucoup pour ces annonces. Vous avez vu que ça a été très apprécié. Effectivement, je pense que ça faisait longtemps que tout le monde, même si on n'est pas impliqué dans ces dossiers-là, attendait des nouvelles. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans dans cette période maintenant, qu'on n'a pas eu des appels d'offres qui avaient été annoncés par la ministre Oda à un moment donné. On avait compris, on s'attendait à une certaine régularité dans le financement. Le mécanisme avait changé de façon radicale, importante, mais on s'attendait à une certaine régularité. Alors j'aimerais, pour commencer, vous poser une question sur ça. Est-ce qu'on est très content d'avoir ces 2 annonces-là, mais est-ce qu'on doit attendre 3 ans encore pour avoir d'autres? Ce qu'on cherche à faire, ça c'est la question qui tue, là. Non, mais ce qu'on veut, évidemment, je suis très sensible au fait de la transparence et de la prédictibilité aussi. Donc, il faut concilier tout ça. Donc, je suis très heureux qu'on puisse aller de l'avant avec cet appel-là, qui est quand même pour les 5 prochaines années. Mais il y a une série de mesures qui se prennent aussi au ministère, comme par exemple sur le site web de le RS Feed, là, justement, qu'on encourage, on dit, il y aura toujours des mises à jour qui seront là, qui seront mises de façon proactive. Alors, c'est des mesures comme ça qu'on s'efforce de mettre en place. Mais oui, je suis conscient que lorsqu'il vient le temps de se budgéter ou autre, il y a certaines contraintes. Alors, c'est du travail en cours. Il y avait une revue qui était entamée là, dans le cadre de la refonte du ministère, mais on voit maintenant que des choses vont s'enchaîner l'une après l'autre. Puis
effectivement, on cherche à amener une façon efficace de financer. Et d'un côté, nous, le gouvernement, on veut aussi nous assurer qu'il y a une responsabilité, qu'il y a une transparence, que les contribuables comprennent qu'est-ce qu'il y en a en termes de financement, que les projets qui sont financés vont le mérite. Alors, c'est des points qui ont tous été abordés. Mais maintenant, c'est de nous assurer qu'une fois que les objectifs sont bien établis, je pense qu'avec le dialogue, c'est comme ça qu'on va y arriver à établir un cadre de travail dans lequel il sera plus facile pour tout le monde de manœuvrer, de faire en sorte qu'on ait une approche qui soit plus pragmatique, plus efficace. Alors, il y a encore beaucoup de prévisibilité, excusez-moi, j'ai fait un anglicisme tantôt, désolé. Voilà. Excellent. Alors, pourquoi ces deux appels d'offres-là? Je sais que dans des conversations qu'on a eues auparavant, vous avez misé beaucoup sur l'engagement du public canadien. On a eu des opportunités pour discuter de ça, puis comment, je pense que c'était peut-être une de vos surprises en arrivant à ce dossier-là, de voir à quel point on avait besoin de vraiment nous investir plus. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça, de comment ces deux, aux trois appels d'offres vont conclure à eu des priorités peut-être que vous avez identifiées? Bien, ce qu'on cherche à faire, je pense qu'on a vraiment, on peut penser encore à Ouidé dernièrement ici, qui s'est tenu à Canada. De plus en plus, on voit qu'il y a des événements qui sont tenus pour, encore une fois, peut-être mieux faire les connaissances du public en général, parce que c'est assez incroyable de voir qu'est-ce qui se passe. Puis, comme gouvernement, on doit s'assurer que ces belles histoires-là soient reconnues. Quand je vais à l'extérieur, moi, vous le savez tous, vous le savez mieux que moi, probablement personne, tout le monde ici dans la salle, comment le Canada est reconnu par sa générosité, par son efficacité, par son professionnalisme. Mais ça doit aussi, ça doit aller, cette connaissance-là doit aller au-delà de ce qu'on entend à l'extérieur, puis le public canadien doit être en mesure de l'apprécier également. C'est plus facile après ça de budgéter comme le gouvernement, puis de dire aux contribuables, mais voici les investissements qui sont faits en termes de développement avec des acteurs, tels la société civile, c'est ça qu'on accomplit, puis les gens qui s'investissent, c'est ça que ça sert. Donc, je pense que dans ça, c'est une approche qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'on veut continuer de travailler. Donc, ensuite de ça, quand on parle, il y a deux états de fait qui existent présentement au Canada. On sait que les remises qui sont faites par les diasporas sont énormes, ça dépasse largement la forme d'aide publique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir mieux converger ça? Comment on peut assurer une certaine cohérence pour être certain qu'on aille dans la même direction pour avoir des résultats encore plus probants? D'une part. D'autre part, il y a tout l'aspect innovation aussi. Les Canadiens, on est vu comme une société innovante, puis c'est plein de bonnes idées, puis je pense que par la société civile, il y a encore des concepts. Puis quand on parle d'innovation, ça ne veut pas dire science et technologie, ça veut dire dans la façon de faire, ça veut dire dans le raffinement, dans l'approche, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qui ne se faisait pas par le passé, pour encore une fois nous dépasser en termes d'atteinte d'objectifs. Alors, c'est les points sur lesquels on veut continuer de pousser. Je sais qu'il y a eu des consultations avec les officiels, avec les différents membres des différentes organisations, puis il y a sûrement la possibilité, encore une fois, de se démarquer, malgré parce qu'on a une économie qui au prorata est pas aussi importante que les États-Unis ou autres donneurs de fonds comme ça, mais quand on arrive, par contre, avec des solutions innovantes comme ça, c'est là qu'on peut se démarquer, puis encore une fois, démontrer qu'on est à la coche, comme on dit en bon français. Merci. Parlons un peu de l'agenda post-2015. Vous avez fait allusion à l'importance pour le gouvernement du Canada du programme avec MNCH, Scope Initiative. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous voyez le leadership justement du Canada dans cette période très importante, puis le démarrage de cette nouvelle phase pour le gouvernement? Certainement. Je pense que j'ai eu, quand j'étais à Toronto avec le Premier ministre et puis le réseau canadien sur le MNCH, tous s'entendaient pour dire que les gens étaient agréablement surpris des résultats qui ont été accomplis depuis 2010, parce qu'en 2010, c'est une idée qui était lancée, puis maintenant, il y a des fonds qui ont été levés pour l'ordre de 7,3
milliards de dollars US avec le leadership du Canada. Bon, on dit que c'est 1,3 million d'enfants qui seront sauvés, 60 000 mères, mais maintenant on dit il y a beaucoup de résultats, il y a beaucoup de pays qui sont en voie d'atteindre le MDG 3, mais il y a encore le 4, il y a encore des ouvrages à faire. Donc, c'est pour ça que le sommet qui s'en vient à Toronto du 28 au 30 mai, l'idée, c'est de garder encore une fois l'emphase, c'est-à-dire, bon, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qui doivent être faites. Quand on dit un objectif à porter au Within Arm's Reach, d'aucuns peuvent dire que c'est ambitieux, mais c'est réaliste, c'est surtout réaliste. Et puis, il faut continuer de garder ce momentum-là, il faut continuer de rallier les gens autour de cet enjeu-là. Puis après ça, le sommet, on souhaite que ce soit un fer de lance pour que, durant l'année 2015, qui se déroulera par la suite, dans les négociations, dans les consultations de l'ONU, je vois un forum comme ça, qu'on puisse continuer de pousser sur cet enjeu-là, de sorte qu'en 2015, quand les nouveaux objectifs seront établis, quelle que soit leur forme ou leur énoncé, de nous assurer que cet enjeu-là reste qu'il soit une pierre angulaire, dans le fond, c'est le principe même de développement. On est très fiers qu'il y en a des membres qui sont très impliqués dans ce dossier, qui vont contribuer de façon et j'en profite pour les remercier. à ces résultats. On a fait, nous aussi, le CCPI, avec d'autres membres, on vient de finir une étude qui va être lancée aujourd'hui d'ailleurs, sur le financement pour les groupes qui travaillent en promotion des droits de femmes. Alors, un sujet qui est vraiment très lié au travail dans les effets concrets de la pauvreté sur les femmes et les enfants. Puis, on constate dans cette étude que tout le monde donne trop peu d'argent à ces groupes-là et ce secteur de travail. Alors, on travaille souvent, on priorise souvent les femmes puis les filles, mais on ne met pas beaucoup d'argent sur les droits des femmes et des filles. Et puis ça, c'est la société civile, on est les premières à être coupables, les fondations, mais aussi les gouvernements et nos gouvernements. Alors, lié à ça, est-ce que, comme extension ou complément au travail que vous avez présidé avec MSCH, est-ce que le Canada est en train de considérer appuyer un objectif unique pour les droits de femmes dans la phase post-2015, puis la discussion maintenant, où on sait qu'il y a des pays qui sont convaincus, autres moins, c'est aussi d'avoir des indicateurs très précis, entre autres, qui parlent de la violence contre les femmes, etc. Alors vraiment la condition des femmes et leurs droits. C'est sûr qu'il y a toujours l'objectif transversal qui est toujours là, qui demeure, mais également aussi, là, depuis les derniers mois, le Canada a été de plus en plus actif sur le dossier des mariages forcés. Ça, c'est quelque chose qu'on entend pousser davantage et davantage. En marge de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que le sommet de la francophonie qui va arriver bientôt à Dakar, au mois de novembre, où la thématique du sommet est femmes et enfants, vecteurs de développement. Donc, encore une fois, des opportunités. C'est sûr que la situation des droits des femmes sera discutée là. Puis même en poussant le concept davantage aussi, il y a tout l'aspect de développement économique. Il y a des projets de plus en plus où est-ce qu'on voit que c'est des femmes entrepreneurs qui sont supportées. Ce qui fait en sorte aussi que, bon, en y allant au niveau de l'éducation, en y allant au niveau de l'entrepreneuriat, ça enlève aussi certaines, je pourrais dire, mauvaises conséquences de ce qu'on voit, parce que habituellement, c'est quand les femmes sont laissées elles-mêmes au-delà de la discussion des droits humains proprement parler. Si dans le concret, elles n'ont pas de support pour s'épanouir, bien, ça amène encore des conséquences encore plus désastreuses. Donc, on est actif sur ces facettes-là, puis je pense qu'il y a des discussions très intéressantes qui vont être tenues pour les prochains mois. Alors, je pense qu'on doit vous laisser partir bientôt. Alors, on va résumer un peu. Quand on était au Mexique, vous m'avez invité très gentiment à participer aussi à un table ronde avec le secteur privé. Oui. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. C'est là d'ailleurs que j'ai plus appris, parce que je n'étais pas souvent invitée à ce type de conversation-là. Puis pendant cette table ronde, on a parlé de l'importance des dialogues multi-stakeholder dialogue, et c'était très pertinent. On était au Mexique, puis c'était le sujet un peu de la rencontre là-bas aussi. Puis vous avez fait des commentaires à la fin de cette table ronde en disant que vous
vous voyez l'importance de ça, vous avez référé à ça aujourd'hui aussi. Puis j'aimerais vous remercier, mais vous encourager vraiment, comme je disais, on a peut-être de façon très simpliste deux grands objectifs. Le financement, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on peut continuer à faire notre travail, mais le dialogue est très important. Puis pas construit seulement aux sujets qui nous touchent immédiatement, mais aussi sur les sujets d'importance qui, je pense qu'on est d'accord que ça c'est une très importante, comment le secteur privé va s'intégrer au développement, comment on fait ça de la bonne façon. Je pense que vous avez souvent dit qu'il faut que le secteur privé soit là, mais pour amener une valeur ajoutée, pas juste pour être là parce qu'il soit là. Alors, comment identifier cette valeur ajoutée, comment encadrer, on a parlé de l'importance de l'évaluation, puis le monitoring dans cette table ronde-là, etc. Alors, c'était intéressant parce que c'était une table ronde du secteur privé, puis la personne qui faisait la modération a dit on peut faire des demandes au gouvernement qui ne sont pas chères. Alors, ma demande pas chère, c'était de continuer à encourager le dialogue. Je pense que c'est intéressant parce que la clé dans tout ça, ce qu'on cherche à faire, c'est de favoriser les partenariats. Je pense que le mot partenariat est important. On voit qu'il y a une évolution au niveau du secteur privé. On disait à l'époque, on pense juste au prochain trimestre. Maintenant, de plus en plus, on voit qu'il y a des modèles d'affaires qui sont développés sur le développement social. Mais pour avoir cette perspective-là, ça vient de la société civile. Alors, c'est là que ça se complète. Le gouvernement, c'est là que lui peut amener un certain support pour faire en sorte que l'aversion au risque soit diminuée. Donc, c'est gagnant, cette approche-là, mais il faut continuer de dialogue, effectivement. Puis c'est comme ça qu'avec un partenariat de la sorte, en jaugeant bien ce que chacun peut faire, et toujours en gardant les cibles de développement en tête, c'est comme ça qu'on réussira, je l'espère, à augmenter à la fois les moyens pour repousser vers le mieux, pour le mieux les paradigmes, puis être en mesure d'atteindre plus d'objectifs qu'on pourrait l'espérer. Je vous remercie beaucoup. Je suis sûre que tout le monde aussi